Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir la poétesse malgache, Madame Nahassi. Merci beaucoup, Madame Nahassi, de vous joindre à nous malgré cette heure très tardive à Madagascar. Permettez-moi de vous présenter la poétesse d'abord, avant de commencer. Donc, Nahassi est née à Antananarivo, à Madagascar. Sa carrière de poétesse et slameuse a été lancée par le soutien de Serge-Henri Rodin, professeur à l'université d'Antananarivo et membre titulaire de l'Académie malgache. Depuis 2008, la poétesse slameuse participe à des performances à Madagascar, Comores, La Réunion et en Côte d'Ivoire. En 2016, elle sort un album audio intitulé Prosodique, l'hystérique et ses masques. En 2017, elle crée Brooke et Zia, un groupe de spoken word avec Sarobidi, musicien et joueur de valiha, instrument traditionnel de Madagascar. Fille d'assistance sociale et féministe, elle prend part depuis 2013 aux célébrations des 16 jours d'activisme contre la violence basée sur le genre. Parmi les rencontres et manifestations, juste pour vous donner quelques exemples, Lettres Femmes avec Association Nova Stella de l'Université catholique de Madagascar, Amont sans violence de l'UNICEF à Madagascar en 2021. Humaniste, elle a également prêté sa voix lors de la commémoration à Madagascar du génocide des Tutsis en 2018 et 2019. En 2021, Rania Soya Publishing publie son recueil Zanabolana, ou en français Femme lunaire, que Nahassi va présenter aujourd'hui. Elle sera en conversation avec Sarah Delegentil, qui est là, le directeur exécutif de l'Alliance française de Washington. Et aussi, je sais, Nahassi vient de nous dire qu'il est en train de faire une tournée des Alliances françaises à Madagascar. Et merci beaucoup de faire cet arrêt virtuel à l'Alliance aux États-Unis. Avant de commencer notre conversation, permettez-moi aussi de passer la vidéo de la part de mademoiselle Amiel Palen Nyerigneviesoa Marceda, chargée d'affaires auprès de l'ambassade de Madagascar à Washington. Chers passionnés de langue et de lettres, mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un honneur pour l'ambassade de Madagascar à Washington DC de se joindre à l'Alliance française de Washington pour vous souhaiter la bienvenue à cette rencontre virtuelle avec la poétesse malagasy Nahassi, et ce afin de marquer d'une pierre blanche la célébration du mois de la poésie 2022. Chers tous, le recueil de poèmes d'Anna Boulen, ou Femme lunaire en français, nous invite à suivre avec une subtilité inégalée les vicissitudes de la vie de la femme, sans complaisance sur les mots malheureusement encore contemporains de la gente féminine. Je ne vous priverai pas de minutes précieuses en compagnie de Nahassi qui nous rejoint de Madagascar, malgré le décalage horaire. Puisse Anna Boulen nous emporter dans la passionnante construction d'une femme forte et percer notre âme par ses mots poignants. Je tiens à remercier la maison d'édition Ranzasu Publishing, appartenant au couple Mial et Swamiel Anjemananzar, pour leur soutien indéfectible à la promotion de la littérature malagasy. Leur engagement dans la promotion des jeunes talents témoigne du rôle capital de la diaspora dans le rayonnement culturel du pays d'origine. Je vous souhaite une passionnante session de découverte des œuvres de Nahassi. Mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention. Vive la francophonie, vive la poésie. Merci Nahassi. Oui, merci beaucoup. Et puis merci donc à Nahassi de nous rejoindre malgré l'heure tardive ou peut-être déjà très tôt le matin à Madagascar. Merci aussi à Constantine qui, dès qu'il y a de la poésie, il répond présent. Et puis je vois qu'il y a même une professeure de l'Alliance, Kali, qui est là. Je ne sais pas si elle nous rejoint depuis Sri Lanka ou bien depuis les États-Unis. Je ne sais pas où elle est. Mais bon, en tout cas, merci beaucoup Kali de nous rejoindre pour cet événement qui va être très intéressant. Donc, j'ai lu le recueil de Nahassi que j'ai trouvé, comme je lui disais juste avant que l'événement commence, que j'ai trouvé d'une écriture très puissante, avec des métaphores notamment sur la violence qui ne peuvent que vraiment soulever ce problème et même si c'est fait de manière poétique, il n'en demeure pas moins que c'est une manière extraordinaire de le pointer du doigt. Et donc, bien évidemment, comme moi aussi j'écris de la poésie depuis toute petite, la première chose qui m'a interpellée, c'est de savoir quand, pour vous, Nahassi, comment et quand avez-vous découvert la poésie? Était-ce par des lectures? Était-ce par des programmes scolaires? Moi, je me souviens des fables de La Fontaine qu'il fallait apprendre par cœur en France, ou bien par vos études supérieures. Comment donc avez-vous découvert et quand avez-vous découvert la poésie?
D'accord, merci à tous d'être là pour ce rendez-vous. Merci pour ce moment. Je profite pour remercier Randers Publishing, l'ambassade de Madagascar et l'Alliance française de Washington, D.C. Mon rapport avec la poésie, en fait, j'ai commencé à écrire en 2003. Ce sont les premiers textes que j'ai pu retenir et j'écrivais des poèmes d'amour comme toutes les adolescentes de cet âge-là. Et puis après, parce que j'avais une tante qui travaillait à l'Alliance française et j'avais accès à des livres, donc je lisais beaucoup des nouvelles qui sont dans le Nous deux, dans le magazine Nous deux. Donc j'ai aimé cette rencontre avec la littérature. Puis après, au lycée, j'ai découvert Baudelaire et Chateaubriand. Donc ces lectures et ce parcours m'ont orienté ensuite vers la littérature francophone que j'ai choisi d'étudier à l'université et jusqu'en master. Et alors, qu'est-ce qui vous a décidé, parce que là, vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez bien aimé les nouvelles dans ce magazine, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire des poèmes plutôt que des romans? Et je me suis demandé, vous êtes né en 1989, il y a dans votre recueil un poème qui a une date qui s'appelle Rano Mafana 1994. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et nous dire qu'est-ce qui vous a poussé à écrire des poèmes plutôt que des romans? D'accord. Ben, en fait, j'ai choisi la poésie pour la liberté qu'elle permet et aussi la spontanéité des émotions. Parce que dans un roman, je pense qu'il y a beaucoup de travail de structuration, de hiérarchisation, de liaison et tout ça. Alors que dans la poésie, pour moi en tout cas, il y a plus de spontanéité, de liberté dans le travail. Et pour le poème Ran Mafan de 1994, en fait, le poème, il parle d'un cyclone. Et Madagascar est un pays qui est traversé tout le temps par des cyclones avec des ravages vraiment improbables pour la plupart. Et donc, en 1994, à Ran Mafan, j'avais 5 ans. Oui. Et mon village a été ravagé par le cyclone et ma maison s'est envolée. Et à 5 ans, on ne réalise pas encore que c'est vraiment un drame, mais c'est en grandissant qu'on prend conscience que ce sont tous nos souvenirs qui partent avec le courant et tout cela. Donc voilà pourquoi le titre c'est Ran Mafan en 1994, parce que c'était l'année où il y avait ce cyclone qui s'appelait Géralda, qui avait ravagé notre maison. D'accord, donc en fait, vous aviez gardé finalement cet événement en vous pour pouvoir l'écrire plus tard, parce qu'à 5 ans, on est marqué souvent par des événements. Hein, donc ça, oui. c'est sûr. Ouais. Et chaque génération est marquée par des cyclones parce que ça revient chaque année. Et je pense que cette expérience-là, je ne suis pas la seule à l'avoir vécue, mais vraiment pratiquement beaucoup de Malgaches à n'importe quel âge ensuite. Oui, ou des Antillais. Moi, j'ai vécu mon enfance jusqu'à l'âge de 5 ans, justement, aux Antilles. Et je me souviens du cyclone. C'est un des premiers souvenirs que j'ai de l'âge de 3 ans, puisque l'eau était entrée dans le salon de mes parents. Nous étions dans un appartement d'un immeuble. Et moi, j'étais contente parce que j'avais de l'eau jusqu'à la taille. Je dis, oh, il y a une piscine dans la maison, mais mon père, il n'était pas aussi content que moi. Hein. Donc, oui, justement. voilà, Il y a ce regard d'enfant et après le recul quand on est adulte, c'est pas la même chose. Tout à fait, absolument. Et donc, il y a 20 ans, lors d'un colloque sur la poésie ici à Washington, j'ai entendu le poète américain Dana Di-Gioia répondre à une question que l'on pourrait qualifier d'impertinente, mais bon, sur l'absence de valeur du rap ou du slam. La personne qui posait cette question était un peu plus âgée que tout le monde dans l'assistance. Et donc, Dana Di-Gioia, qui avait déjà une 50aine d'années lui-même, a dit « Les rappeurs, les slammeurs, ce sont les troubadours du XXIe siècle. Ils renouent avec la tradition orale de la poésie originelle. Ils sont l'avenir de la poésie. » Alors vous êtes poète, mais vous êtes aussi slameuse. Est-ce que vous faites une différence entre la poésie et le slam? Oui, au niveau du texte, il n'y a pas, pour ma part, il n'y a pas vraiment de différence parce que les textes que j'écris dans mon recueil, je les déclame aussi sur scène.
Mais après, c'est plutôt la force et l'énergie qu'on transmet sur scène qui peut apporter une sorte de différence, si vous voulez, par rapport à la poésie classique. Et je profite aussi pour partager cette opinion de Capitaine Alexandre, qui est slammer, Marc-Alexandre Robambé, qui dit que slammer, poète au sens où l'entendait Giono, c'est-à-dire professeur d'espérance, enfant bâtard de la poésie classique et du royaume des ombres, qui préfère se frotter et se piquer à l'autre, au réel sensible, plutôt que s'enfermer dans les cénacles et les cercles intellectuels d'une élite qui pense le monde, mais semble vivre en dehors. Le slammer ne se contente pas d'écrire du bout des lèvres de la poésie. Il l'a dit, il la vit, et devient corps de texte fiévreux, certains vont même jusqu'à se consumer sur scène. Donc, cette définition du slammer par l'écrivain et slammer également, Marc-Alexandre Robambé, nous touche particulièrement. Et je pense que la différence, c'est vraiment au niveau de la présentation, de la performance scénique. Mais pour les textes, pour ma part en tout cas, les textes que je slame, ce sont de la poésie, c'est la poésie que moi-même j'écris. Donc, au niveau du contenu, il n'y a pas de différence. Mais au niveau de la performance, je pense que le slam se démarque un peu plus par l'énergie. Oui, parce que c'est la différence peut-être entre le slam et la récitation de poésie, surtout Oui. quand on a, en France, on apprend, on est tout petit, on est obligé d'apprendre des poésies par cœur et de les réciter. Donc, on les apprend et ça fait, bon, ça développe la mémoire, c'est très bien, je n'ai rien contre. Mais je me souviens comme ça de plein de poèmes et tout. Mais c'est vrai que réciter la poésie, pour certains, pour ceux qui ne sont pas, disons, attirés par la chose littéraire, c'est un peu comme moi, qui suis attirée par la chose littéraire, mais si on me demandait de réciter des tables de multiplication, vous voyez. Donc, alors que le slam, ça dégage beaucoup plus d'énergie, puisqu'il y a toute cette mise en scène, presque de la performance, comme vous l'avez dit. Ouais. Et alors, votre livre est intéressant, donc ce recueil de poésie, parce que contrairement dans les recueils de poésie traditionnels, disons, il y a des parties, effectivement, qui ont parfois des titres, qui n'en ont parfois pas, mais il n'y a pas de chapitre. Alors que vous, dans votre recueil, il y a des chapitres qui, eux, n'ont pas de nom, mais qui ont des sections. Chaque chapitre a une ou plusieurs sections qui, elles, ont chacune un titre. Par exemple, Nouvelle Lune, Lumière cendrée, donc qui illustre bien le titre du recueil qui s'appelle Fable lunaire. Donc, pourquoi le découpage en chapitres? D'accord. En fait, dans le recueil, il y a 3 chapitres que j'ai choisis et qui correspondent à la lune croissante, pleine lune et lune décroissante. Donc, voilà pourquoi il y a 3 chapitres. Et après, les sections à l'intérieur sont les phases lunaires. Et donc, c'est vraiment le mouvement de la lune pendant un mois que j'ai réparti en petites sections avec des poèmes qui se rapportent aux informations, aux énergies, certains aux rituels que certains accordent à la lune. Donc, voilà comment j'ai travaillé pour organiser ce recueil. Les 3 chapitres correspondent à la lune croissante, pleine lune et décroissante. Donc, je n'ai pas mis de titre, mais après, les phases lunaires correspondent aux sections. Oui, donc ça m'explique mieux maintenant le gibbeuse, la lune gibbeuse, oui. Effectivement, que je me dis, mais quand même. Oui, et les titres reprennent les sections, les titres des sections reprennent à peu près les caractéristiques de la lune. Par exemple, dans Lumière cendrée, c'est que dans cette phase-là, on remarque une lumière cendrée autour de la lune. Et Notre-Dame l'a bossue, c'est que la lune, elle est un peu bossue à cette période-là. Et il y a Dernière auréole, donc j'ai un peu joué sur l'apparence de la lune pour faire les titres. Et alors le titre de la section qui est en malgache, Phénomanana, il y a un rapport avec la lune aussi? Oui, en fait, Vulana, Phénomana, dire Vulan et Phénomana, c'est la traduction de pleine lune en malgache. D'accord. Oui. Merci pour ça.
Et Merci. donc, les poèmes, au départ, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, les poèmes n'ont pas de titre. Et puis, je me suis dit, non, 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 tu te trompes. Les poèmes ont un titre, mais pas de manière conventionnelle, car la plupart de vos poèmes ont une phrase en italique, en quelque sorte en dernière phrase du poème, légèrement décalée. Au niveau de la calligraphie aussi, c'est important parce que de ce qu'on voit visuellement du format. Donc, est-ce là un titre vraiment, comme j'en ai déduit, ou bien est-ce un petit peu à la manière d'un haïku, une dernière phrase plus importante que tout le reste du poème? En fait, quand j'écris, depuis que j'écris, j'ai toujours eu mal à trouver des titres pour mes poèmes. Et la plupart du temps, moi, quand je lis un poème, dès que je vois le titre m'oriente déjà dans la lecture. Et pour ma part, pour les lecteurs que je souhaitais pour Zanaboula, je ne voulais pas vraiment leur donner dès le départ ce qu'il faut penser du poème. Donc, je leur propose déjà le texte pour qu'ils s'imprègnent du contenu. Et après, ils voient le titre à la fin pour vraiment faire le rapprochement ou garder l'impression initiale ou peut-être faire une deuxième lecture pour comprendre le titre. Mais après, je laisse la liberté au lecteur de choisir la version initiale sans le titre ou avec le titre. Mais après, quand on comprend, donc, on essaie de voir le titre d'abord et on lit le texte ensuite. J'ai trouvé ça très, très intéressant parce que c'est vrai que quand on, comme vous l'avez dit, quand on voit le titre d'un poème, par exemple, quand on parle on prend par exemple Alfred de Musset sur les poèmes La mort du loup, bon, ça y est, on sait que tout le poème va parler de la mort du loup. Donc voilà, ou Demain des lobes de Victor Hugo, on sait que voilà, ça reste en quelque sorte. Donc j'ai trouvé ça, votre formule, votre décision de faire ça vraiment très intéressante. Et je vous propose donc maintenant, avant que nous entrions tous dans le cœur du recueil, de lire le poème Pour rester en vie. Voilà. Elle maquille l'amertume qui la dérive du côté obscur des femmes brisées par la vie, par la mort, rouge à lèvres trop sucré. Elle couvre la honte qui la dégoûte de ce corps, trop aimé au point d'y laisser sa peau, avoir trop aimé les brutes, un habit un peu trop lisse sur la rugueuse de sa dépouille pelée. Elle porte une robe fleurie, faire honneur à ce deuil du cœur, masquer les hématomes avec un sourire trop radieux. Elle blanchit ses dents pour ne pas laisser les injures qui brûlent de ses lèvres, contaminées chaque matin. Devant son miroir, elle n'interroge point qui est la plus belle. Elle ne s'éternise pas avec des questions aussi inutiles. Elle se demande juste si elle a suffisamment embelli les blessures de son âme. Des années qu'elle traîne ses mots sans dire un mot, pour gagner un jour de plus, masquer les hématomes avec un sourire tout radieux, pour rester en vie. Merci. Oui, j'ai beaucoup aimé parce que cette image du miroir, qui est régulièrement utilisée dans les contes de fées que lisent les enfants, et notamment donc les petites filles, hein, miroir, miroir, dis-moi qui est la plus belle. La manière dont vous l'avez utilisé, vous avez renversé un petit peu cette notion de beauté, et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce poème. Dans un autre poème qui s'appelle Nymphette, il y a, on en parlait tout à l'heure juste avant que l'événement commence, il y a un dialogue de soumission involontaire, le fameux « oui, monsieur ». Et puis ces paroles. Ne m'embrassez pas, monsieur, je vais écarter les jambes, mais ne m'embrassez pas. Nous, les femmes, on n'embrasse pas les hommes qu'on n'aime pas. L'utilisation du « on » permet en quelque sorte à chaque femme victime de violences sexuelles de s'y retrouver. Mais moi, ce que je voudrais savoir, parce que ce « oui, monsieur », ça m'a interpellée, ça m'a troublée. Le poème Nymphette est-il une dénonciation du tourisme sexuel ou bien du viol ou bien des deux? Oui, effectivement, Nymphette, c'est un appel au secours d'une petite fille, de beaucoup de petites filles qui sont victimes de tourisme sexuel dans plusieurs parties de l'île de Madagascar. Et donc, c'est une réalité. Quand on va dans les hôtels, on voit comment dire, un affichage qui mentionne qu'il ne faut pas faire entrer des mineurs dans les hôtels et tout cela. On voit les sensibilisations
Mais si on voit ces sensibilisations, c'est que cette réalité existe vraiment et que cette réalité persiste également. Donc oui, j'ai parlé de tourisme sexuel dans ce texte-là. Et en tant que fille d'assistante sociale aussi, depuis que je suis petite, adolescente, j'ai baigné vraiment dans la souffrance des femmes qui viennent voir ma mère, qui discutent, qui parlent de ce qu'elles vivent et tout cela. Donc, quand on est adolescente, quand on ne connaît même pas l'amour ou les relations à deux et qu'on voit déjà cette image-là, ça marque. Et donc, c'est la poésie qui m'a permis d'extraire cette rencontre un peu violente avec le rapport humain, parfois difficile à digérer pour la plupart dans certaines situations. Oui, et donc dans ce recueil, justement, dans cette section, il y a beaucoup de poèmes sur ce thème. Il y a notamment Amnésie qui reprend le thème du viol avec des paroles là aussi très puissantes. Seule issue, avaler ce qui reste de dignité avec le sperme du violeur. Et donc le viol est une arme de domination sociale de l'homme sur la femme, mais c'est aussi une arme de guerre. On en a encore la preuve ces jours-ci, ces jours derniers. La poésie peut-elle, selon vous, aider à surmonter ce que vous appelez le venin des souvenirs lointains, et cette image du venin avec, qui reprend l'image du sperme, hein, c'était là aussi, j'ai trouvé ça très très fort. Oui, la poésie, pour moi, en tout cas, ça a été une thérapie, parce que quand on a beaucoup trop d'idées qui circulent dans la tête, il faut bien les faire sortir quelque part. Donc, pour ma part, c'est à partir des textes de poésie que j'ai pu ressortir les émotions que je vis ou que je vois. Et la poésie est vraiment ce moyen de s'exprimer et éventuellement de se libérer des souffrances. Avant que je vous pose la question sur le texte suivant, sur la même thématique qui m'avait beaucoup bouleversée aussi, je vais vous demander de le lire. Il s'agit de Marguerite effeuillée. Donc, si vous voulez bien le lire pour que tout le monde puisse prendre la conscience vraiment de la force de vos paroles sur ce sujet. Âge double, intention simple, appel de la chair, parfum d'un genou. Allée de briques rouges, pierres d'ornement autour, gazon frais dehors. Porte blanche, poignée infidèle, mur témoin, lit à l'honneur souillé, homme mûr, fille verte. Derrière la porte blanche, des poignets serrés trop fort, jambes écartées de force, mains solides, abandon de lutte. Fleurs éclatées, violence d'un geste, envie de mal, mal d'envie, mal tout court. Sourire crispé, larmes perfides, puis tout finit par glisser dans ce corps mou, sous sa jupe longue. Rentrer seul en silence, ne plus jamais le revoir, ne plus jamais porter la jupe. C'est vraiment, ça saisit bien la souffrance, je trouve, quand vous finissez avec ce ne plus jamais porter la jupe. Ce sont des négations absolues, hein, en français, et c'est ça qui conclut avec force ce poème. Donc, dans ce poème qui s'appelle Marguerite effeuillée, on ne peut pas ne pas penser que Marguerite, c'est une femme, c'est un prénom de femme, mais c'est aussi une fleur. Et l'effeuillage, hein, c'est un jeu auquel on s'adonne quand on est une petite fille ou même une adolescente, que l'on tombe amoureuse, on dit je t'aime, etc. Beaucoup, il m'aime plutôt, ou beaucoup passionnément, à la folie, point du tout. Donc, ce titre, Marguerite effeuillée, qui est double, hein, qui parle de la fleur, de la femme fleur, en quelque sorte, puisque vous parlez de la jeune fille verte, hein, qui est encore jeune ici, comparée à l'homme mûr. Avez-vous écrit donc ces poèmes pour des femmes victimes de viol que vous connaissiez personnellement, en vous faisant ainsi leur porte-parole? Et vous avez dit tout à l'heure que vous étiez fille d'assistante sociale, donc vous avez dû entendre ou voir ces femmes, mais êtes-vous, maintenant que vous êtes adulte, engagée dans le combat contre les injustices et les violences faites aux femmes? Est-ce que c'est par la poésie seulement ou bien d'autres manières? Oui,
mon engagement par rapport à la lutte contre les violences de toute forme a rapport avec le travail de ma mère. Et puis, quand on voit aussi les souffrances qui sont étalées, mais presque standardisées, on ne peut pas ne pas être engagé. C'est-à-dire que c'est vraiment une réalité qui nous frappe et il nous faut réagir d'une manière ou d'une autre. Donc, comme moi, je n'ai pas le sens de l'écoute et du conseil de ma mère, c'est dans la poésie que moi, j'apporte ma pierre à l'édifice. Et oui, effectivement, c'est une sorte de prise de parole, une sorte de représentation, mais en fait, je ne prétends pas vraiment porter la parole des victimes parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile de porter la parole des souffrances qu'on n'a pas forcément vécues et ça se ressent quand les personnes parlent de ces drames. Et souvent, les victimes, elles n'osent pas assumer ou affirmer ces réalités-là. Donc, porter la parole des victimes est peut-être un peu prétentieuse, mais puisque vraiment, c'est quelque chose qui ne se parle pas, que c'est vraiment indicible, et peut-être que j'évoque seulement, mais la parole appartient surtout à celles qui ont vécu, et on espère juste qu'elles s'en sortent et qu'elles se retrouvent quelque part dans les lignes et dans les vers. Et dans ce premier chapitre de votre recueil, on va continuer la conversation en parlant un petit peu des autres poèmes, des autres chapitres, mais j'ai remarqué, pour faire la jonction entre ce premier chapitre et les autres, qu'au niveau de votre écriture dans ce premier chapitre s'articule beaucoup autour de verbes à l'infinitif et beaucoup d'associations de mots, un petit peu comme des listes. Par contre, dans les deux prochains chapitres de votre recueil, il y a beaucoup plus de verbes conjugués. Alors, est-ce que c'est un choix volontaire au niveau de votre écriture, ou bien cela marque-t-il l'évolution de votre écriture poétique? Oui, en fait, je pense que je n'ai pas remarqué cette présentation-là, mais en y réfléchissant, je pense que c'est plutôt par rapport au bégaiement quand on aborde des sujets sensibles. Donc, au départ, on bégaye, on cherche ces mots. Donc, c'est plus facile de lister, d'énumérer que de formuler exactement. Donc, au début, parce que vous avez lu le recueil, au début, c'est vraiment un peu glauque, je veux dire, parce qu'avec tout ce qui se rapporte, donc c'est plus facile d'énumérer. Mais après, quand on trouve un peu comment formuler, comment exprimer, donc ça part dans ce sens-là et on arrive à vraiment formuler nos pensées, on arrive à faire face et on arrive à affronter cette réalité pour se reconstruire. Et donc, chercher à dire le tabou, forcément, ça fait perdre quelques mots. Donc, voilà. Ben merci, mais c'est vrai que peut-être que j'ai lu votre recueil, comme vous avez pu le voir, avec beaucoup d'attention. Mais moi, j'adore la poésie, hein, donc je ne m'en cache pas, j'enseigne aussi la poésie et j'en écris. Et je suis toujours fascinée justement par l'écriture, c'est-à-dire par le procédé d'écriture, par le choix qui est fait de conjuguer ou de ne pas conjuguer un verbe, d'associer des mots dans des oxymores, des métaphores à base d'oxymores, donc un petit peu comme l'a fait Baudelaire aussi. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé de lire et regarder de manière pointue la manière dont vous aviez écrit. Et il y a un poème que j'ai absolument adoré aussi, qui s'appelle Love 2.0. Et j'ai deux petites questions à vous poser par rapport à ce poème, mais justement, vous avez utilisé l'adjectif glauque tout à l'heure en parlant de cette première partie, et celui-là, il ne l'est pas. Il est dynamique, énergique, mais en même temps un petit peu critique de notre société actuelle. Et donc, je vais vous demander de le lire pour que tout le monde en profite. D'accord. Chaque soir, on a pris l'habitude de se donner des rendez-vous, de se demander des nouvelles en dehors des fils d'actu, de s'inventer de petites querelles et de raviver l'étincelle, tout se dire, sauf je t'aime.
Chaque soir, on a pris l'habitude de s'envoyer des smileys, à défaut de ne pouvoir se voir sourire, de ne pas se les entendre dire, de se demander ce qui a le plus marqué quand on n'est pas près de l'autre, de se partager ce qui a le plus manqué de cette journée de plus, loin de l'autre. Chaque soir, on a pris l'habitude de se dire qu'être loin n'est pas le pire qui puisse arriver, mais c'est d'être côte à côte, sans savoir se parler. Alors, chaque soir, on a pris des rendez-vous, avec l'amour instantané, des pointillés qui dansent, promesse d'une réponse, cadre de lettres en gras qui s'ouvre d'un trait, comme une boîte de chocolat, qui fait naître un sourire ému, qui fait éclater les bulles de joie, dans lesquelles on se voit flotter, des sourires bêtes qui s'esquissent de deux côtés de l'écran. Chaque soir, on a pris l'habitude de s'aimer comme de vivre avec son temps. Chaque soir, on a pris l'habitude de prier ce nouveau Dieu de l'amour avec ses humeurs H+, et Edge, qui décide désormais du temps qu'on passe ensemble. Love 2.0. Oui. Oui, c'est très contemporain. Vous faites l'utilisation des smileys et puis vous avez cette formule, mais alors extraordinaire, parce que vous l'avez bien prononcé là, ce ne sont pas des rendez-vous, ce sont des rendez-vous. Parce qu'il y a vous parlez de l'écran. Et donc, et ça, j'ai trouvé ça, mais alors, génial, absolument génial, parce que c'est tellement contemporain. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que finalement, en plus de parler d'amour et d'une relation qui est en train de peut-être de se développer, est-ce que ça parle de la pandémie à mots couverts, avec la relation à distance, l'écran, les smiliers, et surtout, est-ce que vous l'avez déjà slamé, ce poème? Est-ce que vous avez fait une performance pour ce poème? C'est la première fois que je déclame ce texte, et parce que je l'ai écrit pendant le confinement, effectivement. Et le chapitre qui contient ce texte, en fait, c'est un chapitre choisi par les lecteurs qui me suivent sur ma page Facebook. Donc, dans le travail de ce recueil, j'ai choisi un chapitre où j'ai demandé à ceux qui suivent ma page de choisir les textes qu'ils préfèrent. Et donc, puisque moi, chaque jour, je m'entraîne autant que possible à écrire un poème et à publier chaque jour, parce que c'est en écrivant qu'on devient écrivain, comme on dit. Donc, chaque jour, j'essaye d'écrire et de publier. Donc, pendant un mois, en 2020, j'ai publié des textes et j'ai demandé aux abonnés de la page de voter s'ils veulent que le poème figure dans le recueil. Donc, voilà pourquoi ce texte très contemporain se retrouve dans un Aboul, la femme lunaire, parce que c'est la contribution des personnes qui me permettent d'être là ce soir, cet événement, parce que grâce à leur soutien, leur présence chaque matin, qui a permis mon évolution dans l'écriture. Donc, voilà. Ouais, non, il est vraiment il est fabuleux, ce poème. J'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai beaucoup souri aussi. J'ai trouvé qu'il était... Il révélait tout ce qu'on a pu vivre. Donc, je suis contente d'avoir compris que c'était dans la pandémie et dans le confinement. Donc, je ne m'étais pas trompée, mais c'est vraiment le rendez-vous, ça, c'était absolument génial. Et alors, il y a un autre poème aussi qui est très fort, dont je vais vous demander de faire la lecture, mais je vais juste lire un extrait avant. Vous écrivez dans ce poème qui s'appelle « Malgache, qui es-tu » vous écrivez ceci. « Quand on apprend son histoire dans une langue étrangère, on se sent vite un intrus sur sa propre terre. » Et un peu plus loin dans le poème, vous écrivez « On a effacé leur histoire et on refuse d'en écrire une autre. C'est mieux de se croire maudit plutôt que de faire un pas pour son pays. » Donc, je vais vous demander de le lire aussi, ce poème qui est un poème peut-être beaucoup plus politique que le précédent. Et puis, je vous poserai quelques questions justement sur les rapports entre la langue française et Madagascar après. On a fouetté nos ancêtres et on en garde les cicatrices. On a effacé leur histoire et on est né amnésique. Je suis une enfant des blessures qui n'a pas réussi à extraire le pu. On pénètre par mes fissures pour décomposer ma figure. On me place devant eux pour qu'ils me servent de miroir.
et mon visage se déforme quand je me vois dans leur regard. Par les fenêtres de mon âme, on infiltre ma mémoire pour effacer le peu de traces qui me restent de mon territoire. Et je perds mon identité, en supposant que j'en ai eu. Mes repères, je les ai perdus avant d'avoir mené la guerre. Quand on apprend son histoire dans une langue étrangère, on se sent vite un intrus sur sa propre terre. On se déchire en morceaux pour se dire malagasy ou malgache. Le fihavan n'a pas en lambeaux, et on finit nu et sans attache. Être, paraître, mieux connaître, toujours et plus dans les mots. Pas sur ce qu'on a à se dire, ni sur ce qu'on a à écouter. Juste ce qu'il faut pour se maudire et juste assez pour s'insulter. On a fouetté nos ancêtres, maintenant on se frappe nous-mêmes. On va plus mal qu'on ne veut l'admettre car la souffrance est restée dans nos gènes. On a effacé leur histoire et on refuse d'en écrire une autre. C'est mieux de se croire maudit plutôt que de faire un pas pour son pays. Malgache, qui es-tu? Merci vraiment beaucoup pour la lecture à haute voix de ce poème. C'est toujours différent quand on lit un recueil de poèmes et qu'on entend la déclamation, et en l'occurrence vous, l'auteur du poème, ça fait encore plus, ça pénètre encore mieux, si vous voulez, dans l'âme du lecteur, je trouve. Et donc, Madagascar, il y a du français, la langue française est présente à Madagascar. Et c'est vrai que la langue française, c'est votre langue d'expression, mais si la langue française est devenue langue d'expression non seulement à Madagascar, mais dans d'autres pays, c'est quand même, il faut le reconnaître, à cause de la colonisation. Donc, dans le contexte où l'on regarde un petit peu le passé et l'histoire, on peut se dire que qui dit colonisation dit que le français n'est pas qu'une langue d'expression, il a aussi été une langue, c'est aussi une langue d'oppression. Donc, à cause de la colonisation. Quelle est la politique linguistique à Madagascar? Est-ce que vous pouvez nous en donner un peu plus? Par exemple, est-ce que l'enseignement est fait en français? Quel est le pourcentage de personnes qui parlent le malagasy? Est-ce que c'est comme à Haïti, où il y a en fait très très peu de personnes qui parlent le français, mais il y a une grosse partie qui parle le créole? Donc, est-ce que c'est la même chose à Madagascar? Et est-ce que cela crée ce fossé, cette présence de deux langues, malgache et français, creuse-t-il le fossé des disparités sociales, comme c'est le cas aussi en Haïti? Oui, actuellement, le français est constitutionnellement la deuxième langue officielle à Madagascar. Mais les réalités sont vraiment différentes par rapport à cette information. Parce que, par exemple, il y a un membre de l'Académie malgache qui affirme que 80% des malgaches utilisent exclusivement le malgache. Et un peu plus précisément, 83% ne parlent que le malgache ici. Et c'est vraiment intéressant ce sort de contraste, parce que, par exemple, nous, on a déjà accueilli le sommet de la francophonie dans un pays où 0,57% de la population parle uniquement le français. Mais n'empêche que quand on voit les plaques publicitaires dans la capitale et dans les grandes villes, c'est en français, certaines publicités sont en français. Mais quand on s'écarte des grandes villes, des capitales et des centres-villes, on retrouve essentiellement le malgache dans l'affichage, dans les conversations, dans les lettres et tout cela. Parce que, par exemple, moi, je ne vis pas à Tananarive, je vis à 46 km de Tana, c'est-à-dire à 46 km de la capitale. Et de là où je suis, c'est vraiment le malgache qui est dominant. À 46 km seulement de la capitale, qui est particulièrement francophone pour la plupart. Donc, il y a cette réalité-là à laquelle on fait face. Et concernant la place de la langue française aussi, il y a beaucoup d'écoles qui manifestent leur engagement avec l'expression française, mais l'enseignement aussi, c'est dans les deux langues, donc en malgache et en français, avec des matières différentes. Par exemple, en primaire, certaines matières sont en malgache, mais au niveau du secondaire,
ça bascule en français. Donc, il y a cette réalité-là. Et à Madagascar, nous avons 29 alliances françaises pour 22 régions. Donc, nous avons plus d'alliances françaises que de régions. Et parallèlement à cela, nous avons aussi des CLAC, Centres de lecture et d'animation culturelle, un projet qui est initié par l'OIF. Et donc là, nous avons 22 CLAC dans le territoire malgache. Et après, il y a l'Institut français qui est basé à Tananarive, mais qui essaye de soutenir les projets des artistes et des projets culturels francophones essentiellement, mais également malgaches aussi parfois. Et donc, quand vous dites que le français, que ça bascule au niveau du collège, les matières vont être enseignées en français, ça veut dire que quand même les enfants ont appris le français au primaire, parce qu'ils ne peuvent pas comme ça tout d'un coup se mettre à faire des maths ou de l'histoire, par exemple, ou des sciences en français sans avoir appris préalablement le français. Hein. Oui, exactement. Le français existe dès la primaire, mais le français, il est réparti. C'est-à-dire qu'on a la matière, la langue française, avec l'apprentissage de la grammaire, de l'orthographe et tout cela. Et il y a certaines leçons qui sont enseignées en français également. Mais par exemple, pour l'histoire, par exemple, en malgache, dans la primaire, en présco et en primaire, c'est en malgache. Mais après, au niveau du collège, on apprend l'histoire en langue française. Et c'est pour ça que j'ai parlé de cette réalité-là dans mon texte, parce que c'est parfois, quand on arrive au collège, qu'on a plus conscience de l'histoire qu'en primaire. Par exemple, quand on parle des rois, quand on parle des territoires et tout cela, en primaire, on récite tout simplement. Mais quand on arrive au collège, c'est là qu'on peut peut-être comprendre les enjeux, les réalités, faire un peu de discernement même un tout petit peu. Et donc là, on apprend en français, donc il y a pas mal de contradictions. Mais après, ça dépend aussi des écoles et des régions. Oui, c'est un petit peu similaire effectivement donc, au vécu des Haïtiens, puisqu'il y a à peu près 2%, 2-3% de la population haïtienne qui parle 100% le français, si vous voulez. Après, il y a peut-être une dizaine, entre 15 et 20% qui parlent français et créole, mais 80% qui parlent effectivement exclusivement le créole en Haïti. Et donc, forcément, qui n'ont pas autant d'opportunités économiques, éducationnelles que ceux qui sont bilingues ou que ceux qui, ne parlant exclusivement le français, en règle générale, ceux-là sont souvent, détiennent aussi la politique en Haïti. Donc, c'est souvent le cas. Donc, dans ce sens-là, on peut dire que le français est à la fois donc, langue d'expression, mais aussi langue d'oppression, puisque si une partie de la population n'a pas accès à cette langue française et qu'elle est réservée à mettons, 20% de la population qui est bilingue, ou 0,57%, vous nous avez dit, qui parle uniquement le français, ça continue, même si on est dans une ère post-coloniale, Madagascar est indépendant, on a quand même une politique linguistique qui fait que le pouvoir reste concentré dans quelques mains seulement. Madagascar n'est pas le seul pays anciennement, qui fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie maintenant, l'OIF, comme vous l'avez dit, mais qui est dans ce cadre de figure. Dans votre chapitre 2 et chapitre 3, pour revenir au livre justement, et pour faire la transition un peu au niveau de la langue, il y a effectivement des textes en malagasy. Alors, comme je ne parle pas le malgache, je me suis demandé, est-ce que ces textes sont des textes originaux en malgache, ou bien est-ce que ce sont des textes que vous avez écrits d'abord en malgache et ensuite traduits en français, ou le contraire? Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ces textes-là? Oui, dans le chapitre Diavula Fenmanan, c'est en malgache, effectivement. Et ce ne sont pas des traductions, mais vraiment des textes à part qui parlent de la même thématique, qui évoquent la même thématique, mais qui ne sont pas une traduction. Donc et cela, vous ne les traduirez pas en français, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire aussi? Oui, en fait, pour moi, en fait, c'est assez difficile de traduire de la poésie
parce qu'il y a des sensibilités, des subtilités qui se perdent. Je suis bien d'accord Donc, avec vous parce que c'est dans toutes les langues. Je pense que oui, la poésie a ça de différent avec la prose, c'est que il est bien plus difficile de traduire la poésie qu'il n'est difficile de traduire de la prose. Et peut-être parce que la poésie, c'est comme la respiration d'un peuple. Et c'est non seulement son âme, mais c'est aussi sa respiration. Il y a une question de rythme dans la poésie, de choix des mots, mais aussi de rythme. Et donc, c'est pour ça que c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Même y compris si le poète est un poète très classique. Je vois lorsque je lis moi-même des traductions de Baudelaire, par exemple, pour reprendre Baudelaire, parce que je l'ai enseigné il y a quelques mois, du français à l'anglais. On dit en anglais I cringe, j'ai un peu mal parce que le Baudelaire en anglais c'est plus Baudelaire, vous voyez. Donc c'est comme si je lisais, je sais pas moi, Shakespeare en français, ce n'est pas Shakespeare, n'est-ce pas? Donc voilà, il y a ça, et je pense que la poésie garde son caractère unique grâce à justement cela, au fait que la traduction, à la traduction, le poème perd beaucoup plus qu'un texte en prose, un roman qui est traduit. Et alors, et d'ailleurs, oui, allez-y. pour le titre, Zanabula, femme lunaire, ce n'est pas non plus une traduction. Parce que, en fait, pour travailler sur le recueil, j'ai choisi 2 textes que j'ai écrits bien avant. Et comme il fallait trouver un noyau pour un recueil, donc j'ai 2 textes. L'un s'intitule Zanabulan et l'autre s'intitule Femme lunaire. Donc, ces textes, ils sont présents dans le recueil. Et donc, j'ai choisi ces textes-là comme ancrage du recueil principal. Et donc, voilà. Mais effectivement, ça joue sur ce niveau de traduction avec Zanapoula, la femme lunaire. Mais quand moi, je parle du recueil, c'est pas une traduction, mais c'est vraiment 2 textes à part qui parlent de la même chose, qui évoquent la même thématique, mais pas de la même façon. Parce que l'écriture en malgache est vraiment différente de mon écriture en français. Ça aussi, c'est intéressant de savoir que votre écriture est différente en malgache et en français. C'est vrai que je ne sais pas, vous allez peut-être nous le dire. J'ai honte de dire que je ne le sais pas, mais le malgache, c'est une langue de quelle origine? C'est-à-dire, vous savez, comme il y a la classification linguistique, langue romane, langue indo-européenne, langue mélanésienne, langue finno-ouralienne, etc. Quelle est la classification de la langue malgache? En fait, dans le vocabulaire malgache, on a beaucoup de termes qu'on a empruntés ou repris ou hérités de plusieurs ancêtres. Et donc, par exemple, on a des vocabulaires qui sont similaires au Swahili ou au Shikomori. On a des langues qui reprennent des termes indonésiens. On a des termes qui sont des traductions de français. Par exemple, pour la table et la table et tout ça. Donc, le malgache actuel est vraiment un mélange de toutes les confrontations, de toutes les rencontres, de toutes les origines qui ont formé la population. Donc, on a vraiment beaucoup de termes qui se rapprochent de beaucoup d'autres langues dans l'océan Indien ou en Afrique ou même un peu en Asie. Très bien, merci. Et votre recueil donc s'appelle Femme lunaire, mais le dernier poème s'appelle Femme lumière. Et les 4 dernières lignes de ce dernier poème résonnent pour moi comme une exhortation. Il ne faut jamais laisser les bruits du monde étouffer la voix de notre cœur. Alors, est-ce la boucle qui est bouclée avec ce Femme lunaire, Femme lumière? Oui, exactement, parce que quand on est une femme lunaire, forcément, on a la lumière. Donc, pour ne pas vraiment terminer avec femme lunaire et femme lunaire à la fin, je trouvais ça un peu trop évident. Et donc, j'ai joué avec lumière. Et surtout que quand on est femme lunaire, quand on est proche de la lune, on brille pendant que le monde sombre dans le noir. Donc, il y a cette lumière-là. C'est dans le poème déjà, c'est dans les 2 poèmes finaux. Et donc, voilà.
Alors, je vais vous demander une dernière question, mais aussi de lire un dernier poème qui s'appelle 30 printemps plus tard. Parce que tout à l'heure, quand Natacha vous a présenté, elle a aussi mentionné vos projets, votre tournée actuellement. Donc, quels sont vos projets actuellement en tant que slameuse performance, mais aussi vos projets d'écriture? Et puis, quand vous aurez répondu à cette question, je vous demanderai de lire 30 printemps plus tard. D'accord, merci beaucoup. Le projet actuel, effectivement, comme vous l'avez annoncé, c'est la tournée des Alliances françaises ici à Madagascar. On a commencé en ce mois d'avril. On a visité 3 villes et on va repartir. On fait une pause un peu à Washington, D.C. et après, on reprend la route pour les villes malgaches. Donc là, c'est la tournée, effectivement, pour le recueil Zanabou, la femme lunaire. Donc, on présente l'adaptation musicale du recueil sur scène. Projet d'écriture, je sais que c'est un peu tôt pour en parler. Je travaille sur un premier roman, mais avec beaucoup de travail, parce que c'est un véritable chantier. Et avec la direction de Michel Rakoutson, qui est romancière malgache. Et j'espère qu'on va finir le chantier qui est vraiment à ce stade un vrai bordel pour l'instant. Mais comme je l'ai dit, c'est un travail, c'est un projet, donc on y croit et on donne le meilleur, tout simplement. Alors, je vais vous donner un petit tuyau de femme qui écrit à femme qui écrit, n'est-ce pas? Parce que j'ai commencé comme vous par la poésie avant d'écrire des textes en prose. Et donc, quand on écrit de la poésie, surtout quand on en écrit pendant longtemps, ce qui était mon cas, on souffre de ce qu'on appelle la malédiction du poète. Et quelle est la malédiction du poète? La malédiction du poète, c'est que le poète, il choisit ses mots comme il cisèle sa phrase avec ses métaphores, etc. Donc, chaque mot pèse son poids. Tandis que dans la prose, dans le roman, on peut en mettre plus, on peut tartiner, si on peut dire, quand on regarde un petit peu en France. Par exemple, si on prend les écrivains, les grands romanciers français ou russes ou anglais, je pensant à Charles Dickens du 19e siècle, ils écrivaient ils écrivaient beaucoup, leurs romans étaient très très gros parce que justement ils les vendaient comme des feuilletons, n'est-ce pas, dans les journaux. C'était publié, et donc plus ils écrivaient, plus ils gagnaient de l'argent. Tandis qu'un poète qui écrit des poèmes, c'est comme un bijou, si vous voulez. Le roman, ça sera le tapis, et le poème, ça sera le bijou, ça sera la pierre précieuse, c'est pas pareil. Donc vous avez tous mes encouragements parce que je suis dans le même procédé que vous, mais c'est un ami qui m'a dit que je souffrais de la malédiction du poète, et quand il m'a expliqué, après, j'ai tout à fait compris. Donc, je vais vous laisser lire 30 printemps plus tard. Et puis, je crois qu'Amiel a peut-être une question, donc on lui demandera de poser sa question après. Voilà. Lettre à l'enfant que j'étais. Pardon d'avoir voulu grandir et surtout de l'avoir fait. D'avoir perdu le sourire devant tout et n'importe quoi. De tout prendre au sérieux. D'avoir voulu être comme eux. Quand je dois maintenant fournir des efforts pour m'émerveiller devant un rien, alors que toi, tu savais apprécier le peu que tu avais dans ta main. Pardon d'avoir ri de toi quand tu pleurais à chaque fois que tu avais mal. Quand je pense aux larmes que j'ai dû apprendre à retenir, de ne jamais pleurer qu'une fois le vase débordé. Et ça fait encore plus mal. Pardon de t'avoir traité de faible quand tu faisais le premier pas vers l'autre. Quand je pense aux rencontres que j'ai manquées à cause de mon arrogance et de ce que je pense. Pardon d'avoir balayé tes réponses spontanées. Quand je pense qu'aujourd'hui, il m'est difficile d'avoir mes propres idées. Pardon d'être parti, de t'avoir trahi. On ose ce qu'ils appellent grandir, qui n'est autre que suivre un chemin tracé, sans savoir où il mène, qui n'est autre que répéter le même discours, sans en saisir un seul mot, qui n'est autre que rentrer dans les cases bondées, sans trouver sa place, qui n'est autre que sourire en surface et pleurer en silence, qui n'est autre que soigner son apparence et pourrir en intérieur,
qui n'est autre que poser des questions sans écouter les réponses, qui n'est autre que se vanter d'une vie et de s'inventer des mensonges, qui n'est autre que craindre demain et en avoir peur dès aujourd'hui. Pardon encore, car pendant que je compte ceci, tu es déjà parti jouer, car il y a cela aussi qui me manque, pouvoir passer à autre chose avec une telle simplicité. Regarde-moi aujourd'hui, je suis bloquée à t'envier, à t'envoyer une lettre que tu ne saurais même pas lire, car tout ce que je te raconte, tu le vis sans le savoir, alors que moi, je dois savoir avant de pouvoir vivre. Et ne pas savoir ce que je vais vivre me terrifie et m'empêche d'avancer, même si je sais que mon savoir, il est limité. Même pour dire pardon, je me sentais obligée de t'expliquer, alors qu'un sourire aurait suffi. Et c'est ça, être adulte, toujours plus dans les mots et très peu dans les actes. Merci. Merci vraiment beaucoup pour ce texte sur arriver à l'âge adulte. C'est tellement vrai. C'est vraiment impressionnant. Je ne sais pas s'il y a des questions du public. Si vous voulez lui poser des questions à Nahasi, je vous en prie, faites-le. Ou si vous voulez lui demander de lire un autre poème, n'hésitez pas. Vous pouvez lui demander, bien sûr. Mettez-vous sur unmute yourself, comme on dit en anglais. Je ne sais pas dire ça en français. Voilà. En fait, j'ai une question aussi de la part de quelques participants ici dans cette salle virtuelle. Comment on peut vous lire, en fait, Nahasi? Est-ce que c'est possible de partager votre recueil électroniquement en mode PDF ou après, je ne sais, bon, voilà, donc, ou peut-être juste quelques poèmes au moins. Comment on peut vous lire ici aux États-Unis? D'accord. Pour l'instant, le recueil n'est pas disponible en version électronique, mais seulement en version physique. C'est un choix parce que pour ma part, j'ai été vraiment en contact avec des livres en papier. J'aime l'odeur du papier et tout cela. Donc, pour moi, je souhaitais vraiment que le recueil soit et ce contact physique avec le lecteur, même si ça peut paraître un peu désuet pour certains. Je suis vraiment old school de ce côté-là. Non, 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 je comprends tout à fait. Est-ce qu'on peut commander donc depuis Madagascar? Oui, je pense qu'on va en discuter avec Ranzasu Publishing, que je profite de ce moment pour remercier particulièrement. Ranzasu Publishing qui est basé à Washington, D.C., effectivement. Donc, je pense qu'on pourra vraiment en discuter pour les personnes qui souhaitent lire, avoir le recueil à l'étranger avec une collaboration avec Washington, D.C. Et j'ai une page Facebook, Nahasi Poétesse, où je publie les actualités sur les événements. Également, là où je publie les poèmes que j'écris chaque matin, comme je l'ai dit, c'est avant le petit déjeuner, il faut un petit poème pour bien démarrer la journée. Je ne prends pas de café, mais je fais un petit poème. Donc, chaque jour, j'essaie de publier un poème comme petit bonjour. Nahasi, il y a une jeune femme à Washington qui s'appelle Jennifer Fulton et qui est propriétaire d'une librairie francophone. Elle se trouve dans la banlieue de Washington, à Kensington. Ça s'appelle Bonjour Books. Et peut-être que la personne dont vous avez dit le nom tout à l'heure pourrait se mettre en contact avec Jennifer à Bonjour Books, parce qu'elle serait certainement ravie d'avoir en dépôt votre recueil pour pouvoir donc en hard copy, le recueil papier, pour pouvoir le vendre ici à Washington. Elle l'a déjà fait pour d'autres auteurs français qui n'ont pas qui ne sont pas trouvables électroniquement ou qui ne sont pas sur Amazon. Donc voilà, c'est aussi quelque chose dont on pourra parler avec Adogi. On pourra lui donner l'adresse de Jennifer pour qu'il la contacte. D'accord, merci infiniment. Merci beaucoup. J'ai une question. Oups, oui. Pardon. Non, allez-y. Oui, alors Nahasi, bon, donc je suis Kali, hein, comme disait Sarah tout à l'heure. D'abord, merci Sarah d'avoir organisé l'Alliance française de Washington DC, c'est vraiment super. D'avoir C'est grâce à l'ambassade de Madagascar. L'ambassade de Madagascar, en partenariat avec l'Alliance française de DC, c'est magnifique d'organiser cette rencontre virtuelle avec
avec ma compatriote, parce que je suis malgache moi-même. Donc, Naassi, c'est une fierté hein, de te regarder, de te voir et de t'écouter, si tu me permets de tutoyer. Et donc, c'est vraiment une fierté. Alors, ma question aussi en tant que professeur de français, c'est est-ce qu'on peut utiliser, bien sûr, tes recueils dans nos cours de français, puisque c'est une façon de dénoncer aussi des injustices. Hein. Tout à l'heure, j'étais très émue quand tu parlais de cette fille qui a été violée, etc. Donc, c'était vraiment très émouvant. Est-ce qu'on peut utiliser ces recueils, alors aussi, bien sûr, à Sarah, je peux demander, dans nos cours de français donc, ça, c'est… Et puis, la deuxième question, c'est quels sont les thèmes où tu te focalises surtout dans tes recueils, dans tes textes ou tes recueils? Merci beaucoup pour l'initiative. Oui, on peut utiliser les textes à l'école, dans des ateliers et tout cela. C'est vraiment un honneur d'ailleurs de pouvoir partager avec des adolescents comme moi. J'ai été en contact avec d'autres auteurs, donc je pense que c'est vraiment un plaisir de pouvoir imaginer mes textes qui flottent quelque part dans des salles de classe pour imprégner l'ambiance. Et pour les thématiques abordées, effectivement, pour Femme lunaire, Zana Boulan, j'ai choisi des textes qui parlent surtout de la femme parce qu'il faut bien orienter la lecture et l'histoire, mais je touche un peu à tout. Donc, je parle de l'amour, comme je parle de la haine, de la colère. Je parle également de la maternité, de l'enfance. Je touche un peu en tout parce que tout ce qui me touche peut faire ressortir des émotions, tout ce qui me touche et, comment dire, peut se transformer en poème. Donc, je parle beaucoup d'humanité, de l'existence aussi parce que c'est un vrai mystère, parce qu'il y a des choses qui nous semblent vraiment naturelles, même le simple fait de respirer, mais il y a des fois qu'on se demande, mais comment on respire, comment ça se passe? Donc, il y a beaucoup de mystères dans la vie que j'essaye d'observer par mon regard de poète et de simple être humain aussi. Mais c'est vrai que pour Zana Boulan, la femme lunaire, j'ai vraiment choisi des poèmes qui parlent de la femme, de construire une histoire de la naissance jusqu'à l'âge adulte. Parce que 30 printemps plus tard, c'est vraiment la femme qui parle à la petite fille de 5 ans dont la maison a été ravagée par le cyclone qui a été placé en début du poème. Donc, c'est vraiment en écho les textes dans le poème et c'est une discussion entre l'enfance et l'âge adulte. Merci beaucoup. Merci, Naassi. Miali a une question, je crois, elle a levé la main. Oui, donc je voulais dire bonjour à Naassi. Je suis Miali et c'est moi qui ai aidé Naassi à publier son livre. Donc Naassi, je l'ai découverte sur Facebook en fait. Et en fait, la particularité des poètes malgaches, c'est comme il y a peu de maisons d'édition à Madagascar, il y a beaucoup de gens, de poètes, d'auteurs qui se sont mis sur Facebook pour diffuser. Mais ce qui m'a attiré vers Naassi, ma toute petite maison, en fait, se concentre essentiellement sur les auteurs de langue malgache. Mais j'ai fait une exception pour Naassi. Parce que j'ai vu, elle m'amusait beaucoup, j'ai vu sa dédication tous les jours, j'ai vu comment elle joue avec les mots, avec un sens de l'humour qui m'a toujours épatée. Et donc, je me suis dit, quand elle m'a approchée et qu'elle m'a dit qu'elle avait un recueil qu'elle avait depuis plusieurs années, je me suis dit, je me devais de l'aider. Et donc, je vais aider Naassi, je vais en faire en sorte pour que tes livres soient disponibles physiquement ici à Washington et je ferai, on parlera de ça à part. Mais je veux faire en sorte que ce soit possible. Merci infiniment, Mial et Randasu Publishing qui me soutient depuis pas mal de temps et qui ont toujours répondu par la positive à mes requêtes quand je demande de l'aide, des conseils, des recommandations. Et ils ont toujours
était encourageant. Et c'est vraiment important pour nous, poètes, pour nous, artistes, de savoir qu'il y a quelqu'un, à part vous-même, qui croit en vous. Parce que ça permet d'évoluer, de donner le meilleur de soi-même dans ce qu'on fait et de progresser également. Donc, je profite de cet instant pour remercier Ranza Superblation qui a permis la sortie de recueil Zanabou, la femme lunaire. Également, je remercie FJR qui a fait l'illustration dans le poème. Et je remercie Serge-Henri Rodin qui a écrit la préface du livre maintenant. Donc, merci infiniment à vous tous d'être là. Merci à l'Alliance française de Washington DC qui a permis cette occasion. Je remercie Adogui Pilaza de l'ambassade de France, l'ambassade de Madagascar à Washington DC. Et je vous remercie à tous pour ce moment de partage. C'est vrai que oui, il est 2h40 du matin, mais je suis vraiment éveillée, quoi. Je voudrais juste profiter de l'occasion aussi pour féliciter premièrement Naras. C'était vraiment délicieux. Je voulais, je cherchais le bouton rewind pour réécouter parce que tellement ce fut un plaisir de t'écouter, de t'entendre. Et encore, je pense que Sarah en a marre de mes remerciements, mais encore merci infiniment à l'Alliance française. Merci beaucoup. Merci Natacha, parce que là, le moment a été délicieux, tout simplement délicieux. Et nous réitérons nos excuses parce que on se déconnecte et on se reconnecte. Mais moi, je n'ai pas raté une miette de l'événement. J'ai écouté et vivement l'événement, le prochain événement. Et merci encore à Madame Miali de Madame Zara qui nous a déniché Nahasi et après qui nous a permis d'avoir cet événement et ce moment. Encore merci infiniment. Merci, Hadogui. Voilà. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense que je vais rendre la parole à Natacha. Écoutez, moi, je n'ai rien ajouté que de remercier à nouveau tout le monde, surtout vous, Nahasi, et vous, Sarah, pour cette conversation fascinante, vous, Nahasi, pour vos belles lectures. Ce n'est pas toujours le cas quand un poète ou un auteur peut écrire et déclamer également bien. Donc, vraiment, merci pour cet événement fascinant. Je remercie également l'ambassade de Madagascar. Je vous rappelle que cet événement a été enregistré, donc vous pouvez toujours partager le lien avec vos amis, ceux qui ne pouvaient pas assister peut-être à cette heure, surtout à Madagascar. Donc voilà, donc je vous remercie et j'ai hâte de lire et de voir votre recueil ici à Washington. Voilà. Merci beaucoup. À bientôt. Voilà, bon, merci à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonsoir.